Téléspectateurs et auditeurs de Renouveau, bienvenue à ce grand jury version délocalisée. Celui qui comparaît devant nous ce soir est détenteur d'un diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris, option relations économiques internationales, diplôme de 3e cycle. Il est également diplômé en diplomatie et administration des organisations internationales de l'Université de Sceaux Paris-Sud en France. Il fut de 1981 plutôt à 1990, rédacteur en chef du journal Sundiata, conseiller spécial du président de la transition Amadou Toumani Touré de 1991 à 1992, chef de cabinet du président de la République Alpha Oumar Konaré de 1992 à 1993, directeur général de la sécurité d'État de 1993 à 2000, ministre des Forces armées et des anciens combattants entre 2000 et 2002, président du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des jeunes APEJ de 2008 à 2011, de 2011 à 2012, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ministre de la Défense et des anciens combattants de 2013 à 2014, de septembre 2016 à décembre 2017, il était le patron du secrétariat général de la présidence du Mali avant d'être nommé Premier ministre de la République du Mali en décembre 2017, poste qu'il occupera jusqu'en avril 2019. Chers auditeurs, téléspectateurs de Renouveau, l'invité de ce numéro de votre émission, le grand jury, est M. Soumeylou Boubeye Maïga, président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA CFP. Monsieur le Président, merci de recevoir les grands jurys ici, chez vous. Merci. Bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Pour conduire ces échanges avec moi, Abdraman Keïta, directeur de publication du journal Les Témoins. Bonjour, bonsoir Abdraman. Bonjour. Chana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonjour, bonsoir M. Takiou. Bonjour, M. Sidibé. Je suis Oumar B. Sidibé pour Renouveau TV, pour ceux qui nous suivent sur la 98.1 FM. Monsieur le Président, voici la composition du jury. Vous avez le droit de récuser qui vous voulez. Non, il n'y a aucun problème. Je les connais tous depuis très longtemps. Quand nous étions tous moins âgés que maintenant, parce que Chana a été un des leaders les plus actifs de l'AEM dans le temps. Et Abdraman aussi, je l'ai connu dans son parcours journalistique surtout. Et puis bon, il n'y a pas de raison. Okay. Abdraman Keïta, sur un avant-propos, sur vos attentes sur... Bon, mes attentes sont claires par rapport à tous nos invités de tous les temps. C'est d'avoir des clarifications, des éclairages sur la situation du Mali, sur l'état de notre nation, et on ne peut avoir meilleur interlocuteur aujourd'hui sur la scène politique que Soumeylou Boubeye Maïga, compte tenu du rang qu'il occupe sur la scène politique malienne. Ok. Chana Takiou, un avant-propos. Avant-propos, dans votre présentation, vous n'avez pas tellement mis l'accent sur le fait que c'est un journaliste professionnel qui a été formé au CESTI. Vous n'avez pas parlé de CESTI. Je voudrais qu'on évoque cela. Il a été d'abord journaliste, formé au CESTI. Est-ce que vous voyez? Donc cela dit, j'attends de lui qu'il nous parle beaucoup, parce qu'il est réputé être un homme qui parle peu. Je voudrais qu'il nous parle beaucoup, qu'il nous fasse des révélations, qu'il nous dise des vérités. Oui, mais Chana, sa décharge, il l'avait présenté quand même comme rédacteur en chef. Ça ne suffit pas. Rédacteur en chef, on va faire les débats. La précision est de taille. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. La précision est de taille. Monsieur le Président, le cap étant fixé par mes deux excellents confrères, nous avons rappelé votre parcours politique. Vous avez pratiquement servi tous les régimes de la transition de 91 à maintenant. Comment vous expliquez cette constante, cette longévité au niveau de la gestion des affaires publiques? Aujourd'hui, certaines opinions, quand même, il y a une certaine diabolisation autour de votre personne, au point que certains vous collent les sobriquets, les tigres. Quand on vous appelle les tigres, qu'est-ce que cela vous fait? Oh, pas grand-chose. Vous savez, moi, par principe, j'essaye
de faire mon parcours en fonction de mes convictions et des valeurs que je partage avec beaucoup d'autres personnes, quoi. Si je suis présent dans les affaires publiques, comme vous l'avez dit, depuis 1991, c'est parce que j'étais un des acteurs de premier plan de la lutte démocratique. Donc depuis l'avènement de la démocratie, je suis dans les affaires publiques. Je dois dire que moi, j'appartiens à une génération qui a milité très tôt. Okay. Moi, j'ai commencé à militer peut-être 17-18 ans, dans une période où il y avait de grands débats idéologiques, donc dans les années 71-72. Et donc très tôt au lycée, nous avons commencé à fréquenter des militants comme Mamadou Doucouré Vezero, les Kari Dambélé, les Bernard Sissoko. Et puis, petit à petit, j'ai intégré le Parti malien du travail pour faire un raccourci, qui a été un parti qui était dans la clandestinité pendant très longtemps et qui, en 1968, avait vu beaucoup de ses dirigeants comme Abdraman Babatouré, Kadari Bamba, V0, Mamadou Doucouré, faire la prison pour avoir fait un tract contre le coup d'État de novembre 1968. Et donc, à partir des années 80, du milieu des années 80, le parti a décidé de sortir de la clandestinité progressivement. Okay. Et donc, en décembre 86, moi-même, j'ai été désigné par le Parti malien du travail pour aller à Dakar avec Feu Mamadou Lamine Traoré, qui était là pour le compte du PMRD, où nous avons rencontré Bassirou Diarra et Tidjane Badian Kouyaté, qui venaient de France pour le compte du Front démocratique et patriotique du Mali. Et là, nous avons élaboré au nom de nos partis le manifeste du Front national démocratique et populaire. Et donc, à partir de 86-87, nous avons décidé de travailler de manière un peu plus ouverte sur le plan national. C'est comme ça que moi-même, j'ai intégré les syndicats et où nous avons eu cette rencontre avec le président Moussa Traoré en avril 87, avec d'autres comme Tekun et ainsi de suite, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des tentatives de débat sur l'état de la nation. En 1990, nous avons fait une lettre ouverte à Moussa Traoré, au président Moussa Traoré, la lettre du 7 août 1990, pour demander l'ouverture démocratique, l'avènement du pluralisme, du multipartisme sans condition. C'était juste avant une session extraordinaire du Conseil national de l'UDPM. Donc nous avons été 110 à signer la lettre la première fois. Et Feu Ablaye Bari et Feu Mamadou Lamine Traoré l'ont déposée à Koulouba. Et puis nous avons publié la lettre dans les Échos, je crois dans la semaine du 17 mars, quelque chose comme ça. Okay. Et puis cette lettre a été signée par des milliers de Maliens. Et nous avons mis en place un comité de suivi de la lettre ouverte, qui était composé notamment de Modibo Diakité, qui a été ministre du Travail à un moment donné, de Mme Si Kayatousso et puis de beaucoup d'autres camarades. Et c'est sur la base de la lettre ouverte du comité de suivi que le CNID a été créé en octobre 90, je crois, et une semaine plus tard, la DEMA Association a été créée avec nous-mêmes. Moi-même, j'étais le troisième vice-président, avec Abdraman Baba comme président. Nous avons tenu l'Assemblée constitutive dans la cour de feu Mamadou Famadi Sissoko, qui a fait l'UNTM sous le régime RDA. Et puis, donc après, le reste de l'histoire est connu. C'est-à-dire que de la création des associations démocratiques à Déma-Sénide en octobre 90, à partir de là, 4 mois après, il y a eu la chute du régime et puis l'avènement de la démocratie. Et puis à partir de là, bien sûr, les différents acteurs qui ont contribué à cette lutte-là ont continué d'animer sous une forme ou sous une autre la vie politique. Je dois dire que ça a été le parcours pour y arriver a été un parcours extrêmement formateur pour nous autres parce que nous avons eu la chance
Et d'avoir comme dirigeants, puis comme camarades, des gens comme Abdraman Babatouré, comme Kadari Bamba, comme le professeur Alinou Diallo, comme Alpha Omar Konaré, Ibrahim Boubacar Keïta, et bien d'autres, et où il a fallu beaucoup de générosité, de courage, d'abnégation pour arriver à l'avènement de la démocratie. Okay. Et je pense que ça a été, au moins, même si à l'époque, certains contestaient cette lutte-là, aujourd'hui, plus personne ne met en cause le fait que nous puissions vivre dans un contexte démocratique. Avant de passer la parole aux deux confrères, est-ce que vous pourrez revenir sur cette histoire de tigres, les sobriquets tigres, d'où sont ces sobriquets? Je crois que c'est quand j'étais au lycée, où je militais déjà, j'étais dans le syndicalisme scolaire, on avait un journal mural qu'on affichait de nuit. Généralement, à l'époque, c'était sur les conditions de vie à l'école, ainsi de suite, qu'on affichait de nuit. Et moi, j'étais l'un des principaux rédacteurs, on l'affichait de nuit. Et puis bon, je pense que c'était plus l'idée que nous parvenions à faire ce que nous voulons faire, sans être découverts. C'était un pseudo, non? Nous le faisions avec détermination et courage. Okay. Et puis en arrivant quand même à notre objectif. Je crois que signature de tigre. Vous ne signez pas le tigre? Non, non. Pseudonyme? Oui, bon, mais je n'ai jamais signé le tigre. Il m'est arrivé d'écrire dans des journaux dans les années 80, surtout dans Africasie à l'époque, mais sous un autre pseudonyme. Okay. On n'a pas compris, le tigre, d'où vient le mot tigre comme il a dit? C'est au lycée que des collègues m'ont donné ce nom-là. Je pense que c'est plus un symbole non, pas d'agressivité, de détermination surtout, et de patience. Et pour atteindre ses objectifs. Et le hérisson. On vous appelle aussi hérisson. Non, le hérisson, c'est moi qui avais dit. C'est moi qui avais dit à une occasion que, bon, vous savez très bien que notre vie publique est marquée par beaucoup de polémiques, de calomnies aussi, de beaucoup d'agressions verbales. Et que nous vivons souvent, surtout nos entourages vivent souvent avec beaucoup d'émotions. Et moi, je leur dis toujours, vous savez, on n'a jamais vu le chien mordre le hérisson. Donc quand le hérisson passe, il aboie. Parce que d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, quand nous partions à la chasse, comme on disait à Gao, les lévriers qu'on avait, quand il y avait des hérissons, ils aboyaient beaucoup, mais ils ne pouvaient pas les prendre, quoi. Okay. Et donc, il m'est arrivé de dire... Ne vous inquiétez pas pour rien. Tout cela, c'est du bruit. On n'a jamais vu un hérisson. Le chien peut aboyer, mais il ne peut pas mordre le hérisson. Chanat Abdraman Keïta, sur l'engagement de l'invité au sein de son parti d'origine, l'ADEMA PACJ. Oui, moi, c'est surtout ce à quoi cela aboutit. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à l'ADEMA PACJ, il est à l'ASMA. Donc, voilà, cela m'inspire la question suivante. Estimez-vous, parce que c'est l'ADEMA qu'on vous a toujours connu, vous incarnez même en son temps l'ADEMA, mais par les tumultes de l'histoire, vous êtes aujourd'hui le président d'un autre parti, l'ASMA. Est-ce que vous estimez avoir atteint un dessein plus sublime que les motivations que vous poursuiviez à l'ADEMA PACJ? Non, je poursuis dans l'ADEMA mon engagement politique que j'avais dans l'ADEMA. Il y a plusieurs raisons qui nous ont amenés à créer ce parti. Bon, ce n'est pas la peine de revenir sur tout cela. Je pense que nous sommes un parti qui s'implante, qui se développe, qui progresse, qui a progressivement la confiance de nos concitoyens. Aux dernières élections, c'était la deuxième fois que nous participions à des élections. Nous avons été présents dans 45 circonscriptions avec 60 candidats. Et nous avons pu parvenir au second tour dans 17 circonscriptions, parmi lesquelles les 3 plus importantes circonscriptions électorales du pays, comme Ségou, Sikasso et Kati. Et nous avons été en particulier présents quasiment dans toute la région de Ségou, à part Nyono. Et donc cela dénote quand même
l'implantation du parti, la confiance des populations. Bon, nous avons eu, sur la base des résultats provisoires de l'administration territoriale, 8 sièges. Et puis, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça a été divisé par 2. Bon. Donc, on peut dire, s'il vous plaît, qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir ah non, pas du tout. Moi, vous savez, dans la vie politique, je vis selon mes convictions. C'est ça le plus important. Et je crois que là, dans l'ASMA, avec beaucoup d'autres camarades qui, pour la première fois, d'ailleurs, s'engagent dans une activité de parti, ben, nous progressons, nous construisons un parti qui s'est donné pour philosophie d'être surtout dans la proximité avec les populations, d'être au plus proche des populations pour avoir leur confiance, pour être à leur service et surtout les aider à prendre confiance en elles-mêmes pour que chaque Malien se considère comme un acteur du changement, comme un porteur de solutions et non pas comme quelqu'un sur lequel on parachute des solutions. Oui, Monsieur le Président de l'ASMA, vous avez parlé tout à l'heure de votre parcours jusqu'à la chute du régime, ce qui nous a amené à la démocratie, au multipartisme. Aujourd'hui, cette démocratie, ce multipartisme n'a pas donné le fruit escompté. Du moins, il y a beaucoup de déceptions. Est-ce que vous mettez ces errements au compte de qui? Les errements de la démocratie. De toute façon, le Mali est dirigé par des Maliens. Donc, s'il y a des déceptions... Principalement par votre famille politique et vous-même, parce que depuis 1990 jusqu'à présent, vous êtes dans les affaires. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas responsable de cette situation? Non, vous savez, il ne faut pas voir... C'est toute médaille à deux faces. Donc, souvent, nous mettons beaucoup l'accent sur ce qui ne va pas. Nous ne sommes pas toujours attentifs à tous les progrès qui ont été accomplis. Bien sûr, aujourd'hui, comme je l'ai indiqué d'ailleurs pendant la campagne, il y a des frustrations, des déceptions, mais les Maliens gardent toujours confiance en leur capacité à aller de l'avant. C'est ça le plus important. Maintenant, il reste à ce que les élites politiques qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner soient réellement en phase aussi avec les attentes les plus sincères, les plus profondes de nos concitoyens. Dans tous les pays du monde, il y a des insatisfactions. Ici même, nous avons beaucoup d'insatisfactions. Il y a beaucoup d'inégalités, surtout, dans l'accès même à un certain nombre d'opportunités économiques, dans l'accès à des services de base. Pour moi qui ai fait campagne sur le terrain dans le cercle de Kati, j'ai fait 22 communes sur 37. Et là, on se rend compte qu'il y a des disparités énormes dans l'accès à des services de base comme l'école, la santé, les infrastructures de proximité, l'accès à des opportunités économiques. Mais c'est tout cela les défis que nous avons à relever. Moi, je vois plus les déceptions comme des défis à relever que comme des fatalités, quoi. Mais vous faites le constat, alors que vous avez eu l'occasion d'être au pouvoir de 90 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire ces déceptions? Vous savez, quand l'ADEMA venait au pouvoir en 92, je rappelle toujours aux gens qu'à l'époque, les élèves ils rentraient à la maison avec leur table-banc sur la tête. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'a pas l'air... Beaucoup qui n'ont pas connu ça ne considèrent pas cela comme un progrès. Nous avons fait des progrès importants. Le pays est quand même la troisième économie de l'espace de 8 mois. Ce n'est pas... C'est dû au travail que les Maliens fournissent. Maintenant, nous avons beaucoup de choses à corriger. Nous avons à corriger les inégalités territoriales parce que, vous savez, moi j'habite au quartier du Fleuve. À une demi-heure du quartier du Fleuve, vous partez à Bankoni, à Dialakoradji, vous voyez que vous n'avez pas l'impression d'être dans le même pays. Donc cela suppose que il faut que nous fassions plus d'efforts pour que les politiques publiques puissent être plus proches du terrain. C'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur
de la territorialisation des politiques publiques, de la régionalisation, comme on dit, pour que les problèmes fondamentaux des citoyens soient à leur portée, que les citoyens puissent eux-mêmes gérer leurs problèmes. Parce que tant que nous aurons cette centralisation bureaucratique qui aspire beaucoup de ressources du pays, ben, nous allons continuer d'avoir un pays qui marche sur plusieurs vitesses, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'acteur du mouvement démocratique de constater que celui que vous avez longtemps combattu, je veux parler du président Moussa Traoré, se retrouve au centre de la médiation des problèmes politiques et institutionnels de ce pays? Bon, je ne pense pas qu'il est au centre. Il a été... Je ne connais pas tous les détails. Après avoir avalé la pilule qu'il est républicain, je me rappelle à l'époque. Oui, bon, mais vous savez, moi-même, j'ai de très bonnes relations avec Moussa Traoré. Ça peut vous étonner, mais nous avons de très bonnes relations. Même si nous avons eu des parcours très différents, on a eu des oppositions. Et je dois dire même que l'opposition à Moussa Traoré a structuré l'engagement politique de beaucoup d'entre nous. Donc, je considère qu'il n'y a pas... ce qui unit tous les Maliens, je crois, c'est l'idéal pour leur pays. Et que par rapport à cet idéal-là, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire ensemble. En particulier, moi, j'ai toujours prôné le fait que nous devons être dans une démocratie de courtoisie, de considération réciproque, qui ne nie pas nos différences, qui ne gomme pas nos divergences, mais qui nous aide qui favorise l'émergence de solutions pour notre pays. Et pour que nous puissions faire émerger des solutions pour notre pays, il faut que nous sortions des anathèmes, que nous sortions des dissensions permanentes, et parce que nos populations sont lassées des réquisitoires permanents, quoi. Ils cherchent des solutions. Donc il est réhabilitable. Vous pensez que Moussa Traoré est réhabilitable? Comme tout citoyen, moi je n'ai aucun problème pour ça. Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure l'école en essayant de dire que la démocratie a favorisé au moins l'émergence d'une école. Non, j'ai pris quelque chose de symbolique, quoi. Oui, symbolique, mais dans l'imaginaire populaire, c'est vraiment le mouvement démocratique, notamment l'ADEMA, qui a assassiné l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, les fondements sont sapés. Depuis l'arrivée de l'ADEMA au pouvoir jusqu'à nos jours, l'école continue à se dégrader. Et pour cette opinion publique, au temps de Moussa Traoré, il n'y avait plus d'école de qualité qu'aujourd'hui. Comment expliquez-vous cela? À cette période, Chayana, vous vous souvenez quand même que l'école a été fermée plutôt deux fois qu'une, hein, pour différentes raisons, quoi. Je crois qu'il y a... De toute façon, la question du niveau d'instruction ou du niveau de nos écoles est une question permanente depuis plusieurs années. Et je ne pense pas que c'est une situation qui puisse être imputable à telle ou telle catégorie d'acteurs. Je pense que surtout dans ce siècle qui est un siècle du savoir, nous devons faire plus d'efforts pour avoir à la fois l'accessibilité et la qualité. Parce qu'à un moment donné, surtout quand nous avons eu le programme décennal de l'éducation et que nous avons eu d'autres types de programmes, nous avons mis davantage l'accent sur l'accessibilité que sur la qualité. Il faut que nous considérions l'éducation comme une grande cause nationale. Et surtout, nous devons inculquer à nos enfants, à nos jeunes, le goût du savoir, le goût de l'effort, et faire en sorte que... Et vous dites que nous devons. Est-ce que vous l'avez fait? C'est ça, quand que vous avez eu l'occasion d'agir. Non, mais quand je dis nous devons, pour moi, c'est l'ensemble des Maliens. C'est-à-dire que nous sommes chacun responsables du fait d'inculquer à nos enfants le goût de l'effort, le devoir de s'instruire. Sinon, nous serons derrière tout le monde. Et souvent, j'ai l'habitude de dire aux jeunes que si vous ne vous instruisez pas, et si ceux qui sont instruits ne s'engagent pas dans la chose publique, mais demain, nous pourrions être gouvernés
par des gens qu'on n'a jamais vus à l'école. Ok. Ou que tout le monde a laissé à l'école. Ok. Pour évoquer d'autres chapitres de ces échanges, c'est pendant votre présence à la primature qu'on a vu naître au centre du Mali une milice qu'on appelle la milice Dana Amasago. Cette milice a d'ailleurs joué un rôle de premier plan dans la sécurisation des opérations de vote des dernières élections présidentielles. On vous accuse d'être le parrain ou le concepteur de cette milice. Quelle est votre part de vérité par rapport à ces accusations? J'ai entendu beaucoup de choses et beaucoup de contre-vérités, bien sûr, sur ces assertions-là. D'abord, je dois rectifier une chose, c'est quand même les forces armées de sécurité qui ont joué un rôle de premier plan dans la sécurisation des opérations électorales. Et bien sûr, nous avons eu le concours et la participation de l'ensemble des mouvements signataires de l'accord, des mouvements non signataires aussi de l'accord de paix. Nous avons eu le concours de plusieurs groupes dans un espace donné parce que c'était un défi majeur à relever. Maintenant, vous savez, sur le centre, sur ce qu'il est convenu d'appeler le centre du pays, mon analyse n'a pas varié. Même quand il y avait au plus fort des affrontements entre les communautés, j'avais toujours dit aux gens que il n'y avait pas, c'était une instrumentalisation des conflits de cohabitation qui sont dans ces espaces-là et qui ne concernent pas qu'une communauté. Souvent, vous savez, même dans une même communauté, quand vous prenez ceux qui ont les terres et ceux qui traversent les terres, il y a des conflits. Okay. J'ai toujours considéré que le centre du Mali, c'est-à-dire toute cette zone qui va globalement du Sahel occidental jusqu'aux confins de notre frontière avec le Burkina, le centre du Mali était devenu un enjeu stratégique pour les groupes terroristes. Et quand vous regardez les problématiques sécuritaires que nous avions dans cette zone, nous avons donc l'expansion territoriale continue des groupes terroristes qui faisaient de la jonction avec le centre, un élément important de leur politique. Nous avons le transfert de la criminalité transnationale organisée qui après la fermeture des axes de passage des trafics vers la Libye, notamment à travers le Niger, se sont repliés un peu plus sur nos territoires à travers le sud du Niger, un peu le Bénin et le Burkina, pour avoir de nouvelles routes de trafic. Et aujourd'hui, on voit bien que toute cette zone est devenue une zone d'économie informelle. Et puis nous avons ces conflits de coexistence qui ont été exacerbés pour, premièrement, évincer les États et les représentants de l'État de cette zone. Deuxièmement, faire en sorte que beaucoup d'acteurs qui sont dans ces groupes deviennent des relais des réseaux de trafic, et puis que les groupes terroristes puissent s'y installer comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, concernant les Dana Amasago et tout ça, moi j'avais toujours dit que pour quel intérêt un État opposerait des communautés entre elles. Et je dois rappeler que le 23 mars, nous avons dissous Dana Amasago, non pas parce que... Sur le papier, oui. Ah non, mais pas sur le papier. Mais oui, on l'a dissous. Bon, maintenant, la suite, moi, j'ai quitté un mois après. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la faute aux autres, hein, mais moi, j'ai quitté un mois après. Non, pour dire que tout ce que j'ai entendu, bien sûr, ne repose sur aucune vérité. Dans mes fonctions de l'époque, j'ai eu des contacts avec des représentants de toutes les communautés, que ce soit des Dogons, des Peuls, des Bozo, des Bambara, parce que dans cette zone, les conflits de coexistence impliquent toutes ces communautés. Et chaque fois, nous avons essayé, avec les différents départements, de voir comment réduire la violence intercommunautaire. Nous avons mis en place d'ailleurs à l'époque un programme pour la réduction de la violence. C'est comme ça qu'on a fait le camp de Soufroulaye pour acquérir les gens. Et puis, nous avons parlé avec les uns et les autres. Mais en même temps, j'avais dit, il fallait qu'on soit aussi ferme avec tous ceux qui étaient impliqués dans les activités de terrorisme. Nous avons pris différentes mesures sur lesquelles je ne reviendrai pas ici pour
pour essayer de faire face à la situation, mais c'est une situation qui était très complexe. Mais à aucun moment, l'État, soit en tant que tel, soit par ses représentants, n'a été impliqué dans l'instrumentalisation des conflits intercommunautaires. Oui, mais l'État, quand vous, en tant que Premier ministre de l'époque, vous avez suscité de grands espoirs en promettant de dénicher les terroristes où qu'ils se trouvent à l'époque, je me rappelle, avec un discours très enthousiaste. Et au lieu de quoi, nous avons assisté à l'enlisement qui vient d'évoquer tout de suite des conflits intercommunautaires. Des conflits intercommunautaires. Et en plus de ces conflits intercommunautaires, aujourd'hui, l'État même est accusé de faire des exactions, d'être responsable d'exactions contre les populations civiles. Qu'estimez-vous être votre part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché? Vous savez, nous sommes dans un pays où on cherche toujours des coupables. Bon, de toute façon, et comme je dis toujours, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et d'autres qui voient le verre à moitié plein. Moi, je préfère toujours voir le verre à moitié plein. Moi, quand j'étais Premier ministre, je suis parti dans cette région plusieurs fois. J'étais dans tous les cercles. Et partout, j'avais dit, nous allons, que c'était une fausse vérité de faire croire que les communautés étaient hostiles les unes envers les autres, mais que, en fait, ces conflits-là sont exacerbés par les groupes djihadistes et qui sont affiliés à une mouvance djihadiste internationale, comme tout le monde le constate aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas aussi évident que maintenant. Et que, deuxièmement, nous allons traquer leur relais partout où ils se terrent. Mais c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qui nous a permis à l'époque de faire en sorte que beaucoup de représentants de l'État puissent regagner leur poste. Nous avons procédé à des réouvertures d'écoles dans des communes où c'était fermé depuis très longtemps. Nous avons pu organiser les élections parce que s'il n'y avait pas de sécurité, on ne pouvait pas. Dans la région de Mopti, je crois que les élections n'ont pas eu lieu dans 2% des communes, c'est-à-dire d'à peu près moins de 1% des inscrits. Moins de 1% globalement, je crois 0,46%. D'ailleurs, pour différentes raisons. Il y avait des raisons d'insécurité, mais pendant les scrutins, il y avait beaucoup plus, surtout au deuxième tour, c'est pour ça qu'il n'y avait pas. Et nous avons pu, à l'époque, rejeter les plus radicaux jusque vers la frontière avec la Mauritanie. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une action conjointe entre Barkhane et nos forces, pendant laquelle on pensait que Koufa avait été tué. Et après, bon, ça ne s'est pas avéré. Et donc, il y a eu beaucoup d'efforts. Nous menons ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Et moi, bien sûr, il y a souvent des situations qui sont très complexes. Moi, je me souviens toujours des débats que nous avons eus souvent avec nos partenaires concernant des incidents qui s'étaient déroulés sur un marché vers la frontière avec le Burkina, où des gens qui normalement étaient des clients dans le marché ont tiré sur nos forces. Et puis après, nos forces ont réagi, il y a eu quelques morts. Bon, on a été pendant longtemps accusés d'exaction et tout cela, comme cela se passe maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que par rapport à toutes ces accusations d'exaction, que nous puissions apporter des réponses structurées, documentées, pour pouvoir disculper aussi nos forces. Parce que très souvent, là aussi, il y a beaucoup d'instrumentalisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité, mais il y a souvent beaucoup d'instrumentalisation. Mais c'est une guerre extrêmement difficile, parce que nous n'avons pas affaire à des gens qui sont même en uniforme. Okay. Chana, une question sur l'accord, la mise en œuvre de l'accord. La mise en œuvre de l'accord, j'allais poser une question sur le centre, mais voilà, bon, la mise en œuvre de l'accord, Monsieur le Président, on sait que le Mali a signé un accord avec les mouvements armés. Cet accord peine à se mettre en route. Et le président a demandé même une relecture de cet accord. Des opposants comme Choguel pensent que c'est une division du territoire
et ils recusent même aujourd'hui l'accord. Est-ce que nous avons une autre alternative en dehors de cet accord issu du processus d'Alger? Écoutez, moi, ma position a toujours été que l'accord est perfectible, bien sûr, comme tout accord, mais nous n'avons pas d'alternative crédible. Et quand vous regardez les réponses qui sont apportées à travers l'accord aux problèmes de gouvernance, aux problèmes économiques, aux problèmes de sécurité, il n'y a pas d'alternative crédible. Et ce sont des réponses transposables dans tout le reste du pays. Maintenant, tant qu'on ne met pas en œuvre de manière concrète les différentes dispositions de l'accord, nous ne pourrions même pas nous rendre compte de ce qui est bon là-dedans, de ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi je crois que nous devons avoir un effort volontariste pour mettre en œuvre l'accord et corriger au fur et à mesure. Du reste, le dialogue national, je crois, a abouti à la conclusion qu'il fallait procéder à la réécriture de l'accord, comme cela est prévu dans les dispositions de l'accord, mais le faire de manière constructive. Comme je dis... Selon vous, qu'est-ce qui est mauvais dans l'accord? Mais vous savez, on ne l'a pas mis en œuvre. Donc, je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qui est mauvais là-dedans. Moi, ce que je crois, c'est que l'accord nous offre une opportunité d'avoir une décentralisation beaucoup plus poussée, d'avoir des politiques publiques qui sont plus territorialisées, plus proches des populations, d'avoir une sécurité dans laquelle les citoyens s'approprient leur part de tâches, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier d'ailleurs, on voit que même des domaines régaliens comme la sécurité est forcément partagé entre les États et les citoyens sous différentes formes. En tant que Premier ministre, qu'est-ce que vous avez fait dans la mise en route, J'avais mis en œuvre ce qu'on appelle le DDR accéléré. C'est ça qui nous a permis d'atteindre les acquis que nous avons eus à travers les MOC, à travers le DDR accéléré, et que nous devons poursuivre parce que, justement, tant que nous ne mettrons pas en œuvre les volets surtout sécuritaires de l'accord, mais nous ne contribuons pas à diminuer l'insécurité dans ces zones parce que, selon toutes les indications que de l'État lui-même, il y a à peu près 20 000 combattants ou 20 000 éléments armés qui restent au niveau des mouvements. Mais ça fait, vous avez 20 000 recrues potentielles pour l'insécurité. Et moi, je suis persuadé que tant que nous n'allons pas tarir cette source-là, que nous n'allons pas absorber ces éléments-là, qui du reste, même s'ils n'ont pas de profil académique et tout ça, ont une capacité opérationnelle avérée pour la majorité. D'ailleurs, à l'époque, je disais au chef d'état-major, même si le type, il est borgne, il boite, si c'est tiré, quel est notre problème? Nous cherchons des gens qui peuvent combattre. Et donc, tant que nous n'allons pas faire un effort pour le faire, nous ne pourrions pas avancer. Okay. Et surtout, nous ne pourrions pas transposer ces démarches-là dans les autres régions qui sont aussi gagnées par l'insécurité. Parce qu'à l'évidence, les forces étatiques à elles seules ne peuvent pas endiguer toutes les formes d'insécurité que nous avons. Okay. Monsieur le Président, vous venez de dire en même temps qu'il n'y a pas d'alternative à l'impossibilité de mettre en œuvre cet accord, puisque manifestement... Ah non, j'ai dit nous n'avons pas d'alternative crédible à l'accord. À l'accord, ce que je dis, c'est parce que vous dites en même temps qu'il n'y a pas d'alternative à l'impossibilité de mettre en œuvre l'accord, puisque manifestement, l'accord est impossible à mettre en œuvre. Quand l'autre partie ne permet pas que l'administration s'installe, quand l'autre partie refuse de désarmer, comment on peut mettre en œuvre un accord dans ce contexte? Je pense qu'à travers il faut d'abord que... Je crois que nous nous approprions davantage l'accord. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui en parlent, mais qui ne le connaissent pas. Et c'est vrai que la région de Kidal, aujourd'hui, c'est pas ce que nous souhaitons. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut bien analyser quelles sont les causes qui font que l'État n'a pas la présence souhaitée et la présence qu'il aurait dû avoir dans cette zone. Et surtout, nous interroger nous-mêmes. Si vous savez, depuis 2013,
Est-ce qu'il n'y a pas une malveillance derrière? Non, mais vous savez, depuis 2012-2013, depuis 2012-2013, nous sommes très peu de gens à nous interroger sur comment vivent les populations là-bas. C'est cela. Okay. Monsieur le Président. Donc je crois que dans tous les diagnostics, il faut se voir couper la poire en deux. Il faut faire un effort de compréhension de tous les acteurs, de la part de tous les acteurs. Il faut que surtout nous-mêmes nous fassions un effort d'appropriation. Or, malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas. Monsieur le Président de la République, dans une récente sortie solennelle, a publiquement déclaré la libération très prochaine de l'honorable Soumaïla Cissé. 15 jours presque après, Soumaïla est toujours aux mains de ses ravisseurs. Comment vous expliquez ce décalage entre cette annonce présidentielle et la situation actuelle de Soumaïla Cissé? Bon, je n'ai pas de raison de douter des certitudes du président de la République. Cela dit, je considère que la situation de Soumaïla est un drame absolu, quoi. C'est un drame pour lui-même parce que tout le monde se souvient qu'en 2012, quand il y a eu le coup d'État, il avait vécu dans sa chair ces péripéties qui ont dû le faire hospitaliser pendant plusieurs mois au Mali et en France. Donc c'est certain que physiquement, il a encore ces séquelles-là. Et puis, la deuxième chose, c'est un drame pour sa famille, ses proches, ses enfants, son épouse, ses frères, ses sœurs. Et je crois que sa situation confirme ce que moi j'ai dit plusieurs fois, à savoir que l'action des groupes terroristes est une menace fondamentale contre les institutions étatiques et contre la cohésion de notre société. Parce que ce sont les seuls acteurs qui essayent de contester par la violence et par la terreur les valeurs démocratiques et républicaines sur lesquelles nous essayons de construire notre société, notre État, et qui par là même, détruisent la cohésion entre les populations. Parce que si nous ne combattons pas sérieusement ces groupes pour les vaincre, mais demain, qui pourrait aller faire campagne dans ces zones? C'est-à-dire, dans ce cas-là, comment nous pourrions garantir dans ces zones une activité démocratique? C'est cela, ils mettent en cause cette activité. Okay, vous êtes présenté aujourd'hui comme un sécurocrate. Est-ce que vous pensez que l'État fait assez pour ramener Soumaïla? Bon, je ne sais pas tout ce que l'État fait. Okay. Je maintiens à ce qui est déclaré. L'idéal, c'est que nous fassions tout pour qu'il puisse revenir rapidement. Okay. Et que nous puissions le faire dans un rapport de force aussi qui nous est favorable, c'est-à-dire qui ne nous amène pas à des... Parce que, vous savez, dans la lutte contre les groupes terroristes, souvent, surtout quand on est dans un processus de négociation, et on peut toujours tenter de faire des concessions démesurées par rapport à l'objectif. Okay. Mais aujourd'hui, l'objectif, bien sûr, c'est de tout faire pour qu'ils puissent revenir sains et saufs. Okay. Et surtout que cette situation ne soit pas une source supplémentaire de polémique entre nous, quoi, parce que ça ne ferait qu'affaiblir de toute façon la position du pays vis-à-vis de ces groupes, avec lesquels de toute façon aucun compromis durable n'est possible, quoi. Chana Takeo, sur ce chapitre. Et je pense qu'il a tout dit concernant Soumaïla, seulement souvent certains se posent la question de savoir à qui profite le crime. En l'occurrence, moi, je crois que le crime profite d'abord à ceux qui l'ont commis. Hein. Et ceux qui l'ont commis, le président a dit qu'il connaît, que les ravisseurs étaient connus. En toute hypothèse, nous supposons que c'est les groupes affiliés à la mouvance terroriste autour d'Al-Qaïda principalement, je crois. Enfin, c'est cela que je crois.
Et que, comme je le dis toujours, ces gens, leur objectif stratégique, mais c'est d'empêcher que nos institutions étatiques fonctionnent sur des principes démocratiques et républicains. C'est de détruire la cohésion sociale entre les citoyens pour pouvoir même contraindre les citoyens à se mettre sous leur protection. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils évincent l'État et les États, et c'est valable partout, dans les États de ces zones, ils se soumettent les populations en même temps et ils font de ces zones des zones de non-droit, des zones d'économie criminelle, des zones d'argent sale. Et c'est à eux que ça profite. Par rapport à tous ceux qui se mobilisent pour sa libération, je pense qu'il est important de mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a aucun trophée à espérer de cette situation. Je crois que le seul trophée, c'est que les efforts qui sont faits pour les libérer, mais les efforts qui doivent être conduits pour combattre aussi les acteurs qui sont dans ces crimes-là, que ces efforts-là contribuent plus à nous souder qu'autre chose. Monsieur le Président, le cas de Soumaïla est quand même atypique. D'habitude, les ravisseurs les revendiquent. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de revendication. Le président de la République que vous venez d'évoquer a quand même dit que les ravisseurs sont connus. Qu'est-ce qui pourrait justifier la rétention de l'information sur la vous savez, c'est des questions qui ne sont pas des questions banales quand même. Mais pour moi qui m'intéresse à l'action des groupes terroristes depuis quelque temps, mais d'une manière générale, depuis quelque temps, les groupes terroristes ne font pas de revendications. Vous voyez bien, par exemple, le cas de la Française, la Sophie Petrona, je crois, qui a été enlevée il y a longtemps. Il y a une Colombienne, je crois, qui avait été enlevée aussi. Même si on suppose leurs détenteurs, leurs ravisseurs, il n'y a pas de revendication. Et donc, ça aussi, ça fait partie de leur politique. Et c'est pourquoi je crois que dans la lutte contre ces groupes-là, il faut faire en sorte que l'ensemble des citoyens, ou la majorité en tout cas, perçoivent la lutte contre eux comme une lutte d'intérêt national. C'est vrai que beaucoup de leurs relais sont des relais endogènes. Il y a des Maliens qui sont là-dedans, ce n'est pas des étrangers. C'est de plus en plus des Maliens, mais qu'il faut combattre de manière... qu'il faut isoler et combattre. Sinon, ils vont continuer de nuire à la construction d'un État démocratique et républicain et d'une société de cohésion, quoi. Parce que tant qu'il y a la cohésion, ils ne peuvent pas prospérer. Oui, mais vous, en tant qu'ancien patron des services de renseignement, comment pourrait-se justifier la rétention de l'information sur le président je crois que le président a fait la déclaration qu'il a faite. Je pense qu'il faut peut-être être patient pour voir ce que ça va donner. Parce que plus nous manifestons nous-mêmes nos divergences, plus les gens qui les détiennent en profitent, quoi. Je crois que c'est ça. Okay. Pour arriver au dernier virage de ces échanges, moins de 3 ans avant la fin de son mandat, de son second et dernier mandat, certains Maliens regroupés au sein du M5 réclament et exigent désormais la démission du président IBK et de son régime. Dans la mouvance, en tout cas, de cette demande, vous auriez rencontré l'autorité morale de ce mouvement M5 en la personne de Mahmoud Dicko. Est-ce qu'on peut dire que SBM s'est réconcilié avec l'imam Mahmoud Dicko le 5 avril? Je n'ai pas de conflit personnel avec Mahmoud. Vous confirmez que vous l'avez rencontré? Mais bien sûr, ce n'est pas un scoop. Et je n'ai pas moins de droit que tous ceux qui l'ont rencontré, d'ailleurs, maliens comme étrangers. Donc franchement, je ne vois pas l'intérêt soudain qu'il y a eu autour de cela. Vous savez, moi je connais Mahmoud depuis 30 ans. Je l'ai connu d'abord à la conférence nationale de 91, où dans les couloirs, il a beaucoup participé au débat. En particulier quand il s'est agi de la prolongation de la transition à l'époque, en août 91. Puis, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour la mise en place du Haut Conseil islamique dans les années 98, 99, parce qu'à l'époque, l'État souhaitait avoir un seul interlocuteur
sur les questions de la gestion du champ religieux, parce qu'il y avait beaucoup d'associations comme maintenant. Et à l'époque, nous avons pratiquement travaillé pendant 6 mois ou plus avec lui-même, Diko, avec la présidente de l'Union des femmes musulmanes, à l'époque, Madame Fatou Tal, je crois, Madame Tal Fatou Keita, avec les gens comme Tieni Konaté, qui est maintenant à l'ACI, avec Kimbri, et avec Madame Tara Dravé, avec l'imam Tcherno Dital, qui a été le premier président du Haut Conseil islamique. Donc, on se connaît très bien. Et on a des différences d'appréciation sur certaines questions nationales. Et puis, bon, mais ça n'en fait pas... vous savez, si on devait... Vous avez déjà oublié les 5 avril Non, pas du tout, au contraire. Mais si nous devons personnaliser les divergences politiques, mais je ne vois pas comment on peut avancer. Moi, je dis toujours que la démocratie favorise la naissance des conflits et leur développement d'ailleurs. Mais en même temps, elle nous offre les moyens de les résoudre pacifiquement. C'est ça. Parce que personne n'imagine une uniformité quand même, parce que l'harmonie n'est pas dans l'uniformité. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes battus pendant des décennies pour l'avènement d'une société démocratique pluraliste. Okay. Et moi, je respecte les opinions des uns et des autres. Vous avez rencontré du coup, vous avez parlé de quoi? Mais nous avons parlé de la situation nationale, nous avons comparé nos analyses, nous avons des convergences, nous avons des points sur lesquels peut-être nous n'avons pas. Quelles sont vos convergences et vos différences? Non, moi je crois que la convergence fondamentale, qui rejoint ce que nous-mêmes en tant que parti nous avons dit le 13 juin, c'était que même si les revendications, les préoccupations qui sont exprimées sont justes et légitimes, nous sommes contre la demande de démission du président. Et je vous crois qu'aujourd'hui, tout le monde arrive à la conclusion que on ne peut pas réclamer la démission du président de la République. Parce que, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que le président a une légitimité, il a été élu au suffrage universel. La deuxième chose, c'est que tout notre système institutionnel repose sur la prééminence du président de la République et sur son rôle permanent et sur le fait que dans la fonction présidentielle, il y a un minimum incompressible qui tienne au fait qu'il est le garant de l'unité nationale, qu'il est le garant de tout ce qui touche à l'intégrité, à la souveraineté de notre État, en matière diplomatique, en matière militaire et autres. Et c'est pourquoi, et troisièmement, le troisième point de convergence, c'est que nous estimons que le président doit prendre la main et être à l'initiative dans les solutions de sortie de crise. La divergence. Et c'est pour ça que nous avons estimé que, pour notre part, que le président devait user de ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de l'unité nationale, de la cohésion sociale, pour apporter les solutions les plus adéquates aux préoccupations qui sont formulées. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé tout de suite, le point de divergence entre vous et le M5, c'est la demande du départ du président. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus un point de divergence. Justement, est-ce qu'on peut s'attendre à un asma rejoindre le mouvement du M5? Non, ce n'est pas dans notre agenda. Ok. Avant de poursuivre cette question, je voudrais rappeler que parmi les points de divergence qu'il y a eu au départ entre vous et si je ne me trompe pas, et l'imam Diko, c'est aussi la suppression de cette cellule qui dirigeait à la primature que vous avez eu à gérer. Bon, ça n'a jamais été exprimé comme ça. Ouais, mais néanmoins, c'est sous-jacent. Oui, bon, il y en a qui le pensent, mais je ne pense pas. Quoi. Oui. Bon, qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, manifestement, comme vous venez de le rappeler, vous avez dit que vous avez les suggestions de sortie de crise que vous avez faites
ne pousse pas forcément ce que le M5 vient de dire dans son mémorandum d'hier. Vous avez certainement connaissance de ce mémorandum. Et quelle appréciation et quel regard portez-vous sur leurs revendications qui, contrairement à ce que vous suggérez de renforcer les pouvoirs du président de la République en usant de ses prérogatives exceptionnelles, a tendance quand même à atténuer considérablement les pouvoirs du président de la République. Mais vous savez, moi, dans ces situations, il est toujours important de faire preuve de beaucoup de sang-froid et ne pas se laisser emporter par la passion, l'émotion, quoi. Le M5 est un acteur de la scène politique et sociale comme d'autres et qui formule ses positions avec sa manière. Bon. Ce que je retiens fondamentalement, c'est que aujourd'hui, comme je dis, l'idée de faire démissionner le président n'est plus à l'ordre du jour dans aucun camp. Dans le mémorandum à l'introduction, maintenant, on en parle pas avec les mêmes. Oui, vous savez. Une transition avec vous savez. Ils disent chacun. Cette fois-ci, ils changent de méthode, ils changent de langage, ils disent amener le président de la République. Voilà. Donc, moi, ici, on remarque le fait de lui retirer certaines prérogatives. On va laisser. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que bon, le M5 est un acteur comme d'autres. Et c'est pourquoi un acteur comme d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec les revendications, les doléances Premier ministre de plein pouvoir? Moi, je n'ai pas. Composé le gouvernement. Il s'agit de ça. Il s'agit de parler de façon concrète. Je vais vous dire comment je vois la sortie de crise. Sans porter d'appréciation. Avant la sortie de crise, votre appréciation. Non, les solutions. C'est-à-dire que non, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur leur truc. Ce que je dis simplement, c'est que, tout le monde est d'accord sur le fait que on ne peut pas faire démissionner un président de la République, quoi. Ça, c'est le président de la République en l'occurrence. La deuxième chose, dans la situation actuelle, la question des élections législatives est au cœur, je crois qu'elle a beaucoup contribué à la montée du mécontentement et des frustrations, et beaucoup contribué par ailleurs à la mobilisation que l'on constate. Parce que les divergences, enfin les frustrations nées ou les mécontentements nés de cette question concernent surtout les circonscriptions les plus peuplées. Vous prenez le cas de Bamako, ce sont les 3 communes les plus peuplées. Kati et Sikasso sont avec Ségou les circonscriptions qui fournissent le plus grand nombre de députés. Et quand il y a eu les protestations, ce n'est pas les états-majors de partis, ce sont les populations qui se sont mobilisées, considérant que leur vote a été confisqué. Et je crois que... Donc c'est cette question qu'il faut résoudre d'abord. Et sur cette question, le président de la République a 2 options en face. Il y a 2 options en présence. Il y a la démarche préconisée par la CEDEAO et la démarche qui pourrait résulter de ses prérogatives constitutionnelles par rapport à l'Assemblée nationale. Et je crois que tant que cet abcès-là n'est pas crevé, le reste peut être difficile. Pour le reste, je considère que, comme nous sortons d'ailleurs du dialogue national inclusif, qui a été quand même à la fois national et inclusif, je pense que le président a l'opportunité de travailler à un plus grand rassemblement des Maliens autour d'un objectif commun, c'est-à-dire la survie de notre pays, parce que nous disons que c'est ce qui nous unit le plus. Et de ce point de vue, je crois qu'il doit proposer un accord politique à toutes les parties prenantes. Et que cet accord politique ait comme feuille de route la mise en œuvre des réformes prioritaires sur lesquelles le dialogue national est tombé d'accord. Que cet accord politique intègre aussi les volets économiques de la crise, parce que les gens oublient que nous n'avons plus d'économie qui fonctionne. Or, l'État a un cahier de charges avec le CNPM. Le réseau des entreprises a fait un mémorandum qui résume les préoccupations des milieux économiques, et qu'une fois que ces réformes prioritaires sont faites,
parmi lesquels il y a la relecture d'un certain nombre de textes, comme l'organisation des élections, les textes de la Cour constitutionnelle et tout, que nous puissions refaire les élections sur une nouvelle base, soit de manière partielle, soit de manière générale. Monsieur le Président, au nord et au centre, les djihadistes, ici au sud à Bamako, est l'imam auquel les politiques font allégeance. Est-ce que la démocratie malienne, on ne peut pas en déduire que la démocratie malienne est cernée par un islam politique qui est en train de s'installer sur les ruines du mouvement démocratique? Non, pas du tout. Je crois que, vous savez, dans notre espace national et régional, le rôle, l'action politique des religieux, ce n'est pas nouveau. Quand vous remontez même à l'histoire, il y a les religions... Les empires théocratiques. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est qu'on constate depuis même les fameux printemps arabes que les milieux, les acteurs religieux occupent la scène politique. Et que partout, dans le monde d'ailleurs, mais principalement chez nous, les organisations politiques et sociales conventionnelles, comme les syndicats, ont connu des reculs. Et que petit à petit, les milieux religieux parviennent à satelliser ces organisations, qui elles-mêmes, souvent pour survivre, s'y attellent. D'ailleurs, en 2007, moi je me souviens, quand il y a eu la mobilisation contre le code de la famille, vous avez vu à l'époque, parmi les revendications, 2009. les revendications 2009. allaient au-delà du code de la famille. Ils parlaient du pouvoir d'achat, du faible pouvoir d'achat, de la crise de l'école, du chômage des jeunes. Donc, progressivement, on voit bien que la fonction protestataire dans nos pays, petit à petit, est portée par les milieux religieux, enfin les milieux qui mobilisent le plus et qui sont le plus en contact aussi avec les citoyens. Et nous devons être extrêmement attentifs à cela. Et moi, je crois que dans la situation que nous traversons actuellement, il est important que tous les acteurs aient un esprit de raison et un sens de la mesure, si tant il est vrai que nous sommes tous préoccupés par la survie de notre nation, quoi. Parce que nous ne pourrons en sortir que si nous parvenons à unir nos énergies et nos intelligences. Sinon, je ne vois pas comment, en prenant la fracture, la fragmentation, la dissension, comment nous pourrions y arriver, quoi. Et c'est pour ça que moi, je considère que il est important que le président de la République soit à l'initiative et puis reprenne la main sur la sortie de crise. Monsieur le Président, oui. Merci d'avoir accepté le grand jury chez vous, ici au quartier du Fleuve. Merci beaucoup. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission, le grand jury. Notre invité était Soumeylou Boubeye Maïga, président de l'ASMA CFP. Pour l'interroger avec moi, Abdourahmane Keïta, directeur de publication du journal Le Témoin, Chana Takiou, directeur de publication du journal 22 septembre. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro avec un autre ancien Premier ministre, en l'occurrence M. Moussa Mara. Au revoir.